Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue pour cette 3e édition du GemSpot Summit. On est ravis de vous accueillir pour une matinée autour de la com interne et des sujets du numérique. On est ensemble de 9h jusqu'à 12h30. Vous avez d'ailleurs été plus de 400 inscrits à nous rejoindre pour ce live, donc merci à vous. Je pense que le programme va vous plaire. Juste petite info, on est dans les locaux de GemSpot à Montreuil et on a un petit peu de travaux, donc si vous entendez un petit peu de bruit, voilà, ne paniquez pas, ce sera léger, j'espère. Benoît, si tu veux nous présenter le programme. Et oui, merci Charlie. Donc on a un programme riche et varié comme un plateau de fruits de mer pour cette nouvelle édition du GemSpot Summit, avec des conférences, des keynotes et des ateliers pratiques également pour tous les métiers. Et on va commencer tout de suite avec la première conférence de la matinée qui reprend le thème de ce GemSpot Summit. Donc naviguer dans l'effervescence numérique. On le sait, le numérique c'est l'innovation et ça n'arrête pas. On a l'émergence de l'IA, on a la multiplication des outils de communication, on a les modes de travail à distance comme le travail hybride qui place toujours les organisations face à de nouveaux défis. Donc ça peut être difficile pour les entreprises de s'y retrouver. Et comment justement est-ce qu'elles peuvent procéder pour naviguer dans ce maelstrom numérique? C'est ce qu'on va voir directement avec cette première conférence qui réunit des intervenants de haut vol, Charlie. Oui, tout à fait. On a un super équipage d'experts avec nous. On a Caroline Payou de Ignition Programme, Audrey Louaille de Croissance Plus, Jean-Baptiste Piacentino de Clever Cloud, Alain Garnier de GemSpot, le tout présenté par notre maître de cérémonie Mathieu Louis de GemSpot. Et on passe directement la parole à Mathieu pour cette première conférence et on vous retrouve tout de suite après pour la suite du programme. À tout de suite. À tout de suite. Donc bonjour, merci Charline, merci Benoît pour cette transmission. Donc je suis évidemment moi très heureux d'animer cette table ronde. Donc je suis Mathieu Louis, je suis les cofondateurs de GemSpot, je m'occupe de tout ce qui est les projets et ça tombe bien parce que avec les invités que je vais laisser se présenter dans 5 minutes, nous allons un peu discuter de qu'est-ce que ça voulait dire de garder son cap numérique en 2024. Donc, pour déjà commencer, pour que vous puissiez un peu comprendre et vous mettre dans l'ambiance, je vais laisser chacun se présenter. Alors, juste pour info, il faut savoir que Audrey est en distanciel. Donc, voilà, on peut avoir un petit décalage, nous, dans les retours d'Audrey. Donc, soyez pas surpris s'il y a des petits temps de réponse, des petits silences de réponse. C'est qu'on est tout simplement en train d'écouter les réponses d'Audrey. Du coup, on attaque. Audrey, je te laisse te présenter en quelques mots. Voilà. Bonjour à tous. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans le thème parce que je suis en Bretagne actuellement et je suis ravie d'être avec vous à Paris. Donc, moi, je suis donc Audrey Louaille, présidente d'Ecritel et présidente de l'association d'entrepreneurs Croissance Plus. Donc, Ecritel, c'est un hébergeur infogéreur. En fait, on assure l'hébergement, le maintien en conditions opérationnelles et l'infogérance de systèmes d'information et d'infrastructures web d'entreprises variées dont le point commun est la criticité de leurs services numériques. Voilà, et on assure donc tout ce qui est compliance personnel, RGPD, HDS, financière, PCI-DSS, et on est aussi en cours de certification Secnum Cloud. Voilà pour Ecritel, donc c'est une boîte de 250 collaborateurs basée un petit peu partout en France. Et je suis également donc présidente du réseau d'entrepreneurs Croissance Plus. Croissance Plus, c'est 480 PME, ETI françaises engagées dans la croissance, en fait qui ont la particularité d'avoir tous choisi de partager les fruits de la croissance au-delà des minimums légaux. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Du coup, ensuite, Caroline, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu en quelques mots ce que tu fais ? Oui, merci. Bonjour à tous, Caroline Payou. J'ai fondé il y a un peu plus de 10 ans Ignition Programme, qui est une entreprise dans les RH qui fait du recrutement, de la formation au management et grosso modo tout ce qui a trait au recrutement et à la rétention des talents avec un focus sur les startups et les scale-up, même si on va au-delà, mais une expertise sur ce domaine-là. Merci Caroline. Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour, Jean-Baptiste Piacentino. Je travaille pour Clever Cloud. Je m'occupe des alliances, des partenariats, des projets collaboratifs. Alors Clever Cloud, en quelques mots, c'est un opérateur de cloud français, souverain. On est évidemment
compatibles avec les qualifications diverses et variées, hébergement de données de santé, SecNumCloud et autres. Et la particularité de Clever Cloud, c'est d'avoir une offre qui permet aux développeurs de pousser leur application très rapidement. Donc, on est un plateforme as a service pour commencer. Et donc, avec Clever Cloud, les développeurs ont une capacité à ne pas s'occuper de tout ce qui est du sous-jacent des applications, mais se concentrer vraiment sur leur code pour déployer plus rapidement. On en parlera un peu plus tout à l'heure probablement. Merci Jean-Baptiste. Et puis, le meilleur pour la fin, non, c'est mon associé. Alain, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, voilà, ravi de vous retrouver justement pour ce Summit 2024, pour ce live qui va prendre toute la matinée. Donc moi je suis le dirigeant cofondateur de Genspot et Genspot, nous on édite une solution qui aide justement à garder le cap dans ces questions numériques. C'est ce qu'on va voir toute la matinée avec nos invités. Comment on fait justement aujourd'hui dans un monde avec beaucoup de turbulences, un petit peu de mousse qu'il peut y avoir autour du bateau pour garder le cap. Et ça, pour ça, on a besoin de capitaines, on a besoin de technologie, on a besoin de bateaux fiables. Et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, un bateau fiable pour la communication et la collaboration des entreprises. Voilà. Merci Alain. Donc, alors je voulais aussi vous signaler que vous avez un live. Donc, si vous avez des questions, si jamais vous avez un chat sur le live, pardon. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, elles me seront relayées. Donc, je pourrai les poser à nos experts. Alors, je propose qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet. Alain, donc tu as bien dit effectivement le cap, il faut garder le cap, c'est un peu le thème. Et du coup, je vais commencer par toi, Audrey. Alors, donc dans cette année 2024, on a bien vu, année pas facile, une année même difficile, globalement, on le voit tous les soirs aux 20h, ça y est, on a le retour des plans de licenciement, etc. Donc on voit bien que c'est économiquement pas facile. J'avais envie de savoir, est-ce que toi, ce que tu as constaté chez tes clients dans les entreprises, justement, garder le cap, où est-ce qu'ils ont gardé le cap? Quels sont les éléments sur lesquels ils sont absolument restés focus, quand bien même dans la tempête, ou en tout cas début de tempête, ils voulaient absolument garder ça d'un point de vue du numérique dans les entreprises. Et est-ce que même, par hasard, il n'y aurait pas eu des opportunités, parce que qui dit événement extérieur dit aussi opportunité dans le numérique? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même sur un climat géopolitique extrêmement chahuté et que dans les métiers du digitaux comme les nôtres, en fait, on est vraiment en avance de phase. Je pense que on a vraiment cette vision des investissements qui peuvent être bloqués ou pas. Enfin, on a une vision avance de phase par rapport à l'économie générale. Nous, en fait, donc, on fait de l'infogérance de systèmes d'information assez critiques. Donc, les clients n'arrêtent pas ce type de prestations. En revanche, ce que je le constate depuis plusieurs mois, c'est en fait qu'on est vraiment sur un trend de prestations de maintenance de systèmes d'information déjà existants, et il n'y a pas de nouvel investissement sur les infrastructures actuellement. Donc, en gros, on est quand même un métier qui est extrêmement gourmand en capitaux et en investissement. Et clairement, on sent que nos clients ont fermé la vanne des investissements sur de nouvelles infrastructures digitales, et qu'on est vraiment sur un marché de maintenance, notamment aussi avec l'augmentation des coûts des licences actuelles que nous avons vécu en ce début d'année. D'accord, je te remercie. Et donc, tu parlais tout à l'heure, c'est un autre sujet qui m'intéresse. Donc, tu dis qu'il y a effectivement moins d'investissements. Pour autant, tu disais que toi, tu partais dans la certification SecNumCloud. Si tu peux d'ailleurs rappeler ce que c'est pour nos spectateurs ou internautes qui nous suivent. Et puis, justement, est-ce que c'est pas un peu paradoxal dans un moment dans lequel tu dis, on a arrêté les investissements, mais finalement, on nous demande d'être plus SecNumCloud, ce qui, si tu me confirmes, coûte de l'argent finalement quand même. Oui, tout à fait. SecNumCloud, c'est un gros investissement pour les hébergeurs que nous sommes, tant en temps humain qu'en investissement matériel et logiciel. C'est des mois de travail. Nous, ça fait déjà quasiment un an qu'on est dessus, et on est en J0 et on passera la certification dans les prochains mois. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, beaucoup d'investissements pour nous. Je pense que c'est une condition sine qua non aujourd'hui pour l'hébergement en France. Alors le SecNumCloud, c'est quoi? C'est en fait un principe de certification qui a été mis en place par la France, en fait, pour faire simple, afin de garantir la sécurité de l'hébergement et la souveraineté de l'hébergement français.
Donc, c'est une bonne chose. Après, comme toujours en France, on a toujours tendance à surtransposer les normes européennes. Donc, c'est vraiment une norme qui est, si je puis dire, ceinture, bretelle et parachute. C'est extrêmement sécurisé, extrêmement processé, encore plus que la 27001, ce qui fait que c'est extrêmement contraignant aussi bien pour les hébergeurs, mais ça va être nécessairement coûteux pour les entreprises à côté. C'est plus coûteux aujourd'hui qu'un système classique. Voilà, c'est en revanche, probablement une nécessité pour les administrations dans quelques temps. Voilà, et c'est déjà quelque chose qui est beaucoup demandé par nos clients. Voilà, par nos clients dans la mesure où nous, on héberge aussi beaucoup de systèmes d'information de services publics. C'est beaucoup demandé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est paradoxal parce que ça nécessite beaucoup d'investissement. Mais enfin, voilà, nous sommes dans un marché où nous devons, nous, hébergeurs, consacrer des capitaux suffisants pour pouvoir nous transformer et améliorer nos systèmes en permanence. Et si nous ne le faisons pas, malheureusement, si nous ne prenons pas ces virages-là, comme il y a eu précédemment la virtualisation, comme il y a eu le cloud et bien d'autres choses, ou la containerisation encore récemment, voilà, nous malheureusement, nous perdons des parts de marché. Je te remercie. Du coup, j'ai envie de rebondir, Jean-Baptiste, qu'on parle SNC, enfin Secnum Cloud, pardon, excusez-moi, j'utilise les abréviations. Toi, de ton côté, est-ce que tu constates aussi beaucoup de demandes et surtout, est-ce que les clients sont prêts à payer, puisque comme le disait et le dit à l'instant que ça coûte de l'argent. Donc, est-ce qu'effectivement, tu constates toi des clients prêts à payer et qui veulent, qui doivent peut-être aller sur le Secnum Cloud? Oui. Alors effectivement, il commence à y avoir un frémissement autour de Secnum Cloud. On commence à avoir effectivement des demandes dans cette direction. Mais il faut rappeler que, comme ce qui vient d'être dit, que Secnum Cloud, c'est à la base une initiative qui permet de s'assurer que les données qui sont hébergées chez les hébergeurs sont bien en sécurité et qu'elles elles ne sont visibles que par leurs propriétaires. Et donc c'est une mesure qui est une mesure, je vais dire, presque protectionniste aussi, hein, qui vise à protéger un marché, notamment le marché de l'administration française et des services publics, contre une fuite potentielle de données vers des hébergeurs qui, eux, sont soumis à des lois extraterritoriales. Les lois extraterritoriales, qu'est-ce que c'est? C'est les lois américaines en particulier qui disent que à partir du moment où les données sont hébergées par une entreprise qui obéit aux lois américaines, peu importe l'endroit où ces données sont stockées, que ce soit dans le Montana, en Arizona, en Irlande, en Finlande, en Allemagne, en France, ces données sont exploitables par les services publics américains et éventuellement avec la porosité qu'on peut craindre pour une fuite de données qui pourrait aller alimenter des entreprises qui, elles, ne dépendent pas de l'État américain, mais qui sont des entreprises privées. Et on voit bien la crainte qu'il y a ici, notamment pour les données de santé, mais aussi pour des données de type bancaire, de type financière, de pouvoir aller entraîner des systèmes d'intelligence artificielle en particulier, d'intelligence artificielle, pardon. Et donc, Secnum Cloud, c'est une mesure de protection qui est essentielle. Donc, une prise de conscience des entreprises sur la nécessité de protéger leurs données, de s'assurer qu'elles sont effectivement leur propriété, le reste de leur propriété, qu'ils ont le contrôle. Évidemment, tout ça a un coût. Ça nécessite des procédures, comme ça a été dit, compliquées, des investissements importants, une certification qui est longue et coûteuse, pour à la fin obtenir un résultat qui va être certes sécurisé, mais qui a un coût. Donc, il y a toujours une matière de balance à trouver entre est-ce que mon projet a véritablement besoin d'un hébergement Secnum Cloud, est-ce que les contraintes auxquelles je fais face sont effectivement les bonnes, est-ce que je vais appliquer de la même manière, de manière bilatérale, les procédures que j'observe sur Secnum Cloud sur ma propre gestion, sur la manière dont j'opère mes services. Est-ce que je vais effectivement appliquer des mesures de sécurité qui font que je ne crée pas de maillons faibles dans ma chaîne de production? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte dans l'évolution. Mais il y a effectivement un mouvement, notamment avec j'allais dire la directive, mais c'est pas le mot que je cherche là, Cloud au centre, la doctrine Cloud au centre, qui impose donc aux services publics progressivement de basculer sur des infrastructures protégées de type Secnum Cloud ou HDS selon les environnements. Merci. Effectivement, la doctrine Cloud Centre, là j'ai envie de me tourner vers Alain.
Alors nous, c'est quelque chose, on a pas mal de clients dans le domaine public. Toi, Alain, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, tu vois que cette doctrine cloud au centre se poursuit? Est-ce qu'effectivement, les services publics, globalement, basculent dans le cloud et demandent particulièrement du Secnum Cloud, justement, pour être un petit peu en accord avec tout ce qui a été demandé par l'État? Avant de répondre à ta question, tu me posais la question au départ du cap. Parce que là, on est en train de prendre le bateau vraiment depuis la cale, parce qu'on a commencé par les moteurs, parce que nous, on fournit effectivement des moteurs, et puis où est-ce que c'est hébergé, jusqu'au capitaine, et puis à tout l'équipage. Et là, on parlera je pense des people et des gens. Je pense que Caroline aura plein de choses à nous dire là-dessus. Donc moi, le cap que je vois par rapport à ça, déjà de ce bateau en général, là-dessus, je suis assez d'accord avec Audrey, c'est que c'est plutôt maximiser ce qu'on a. Dans un moment un peu plus difficile, on maximise ce qu'on a. Donc on l'optimise. Et par exemple, que ce soit d'un point de vue hébergement ou que ce soit d'un point de vue usage, nous, sur les logiciels, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils cherchent beaucoup de performance. Utiliser au maximum, par exemple, GemSpot, en tant qu'usage, etc. Et là, là, je rebondis sur ta question. Augmenter l'usage, si on prend la question par exemple, des outils collaboratifs, des outils de communication, les intranets, etc., c'est coller au plus près de ce que les utilisateurs attendent. Or, pourquoi est-ce qu'il y a eu Cloud au centre, le fameux Cloud au centre, qui était d'ailleurs une transposition de ce que les États-Unis avaient fait il y a 15 ans plus tôt quasiment. C'est l'idée de dire les outils dans le cloud. Donc dans le cloud, ça veut bien dire, c'est des ordinateurs qui vous appartiennent pas, mais c'est d'autres qui le gèrent, donc qui l'hébergent, qui l'infogèrent, comme ce que fait Audrey avec Ecritel. Ou ce qu'on fait nous pour nos clients en SaaS, c'est-à-dire qu'on donne du service, on n'a pas besoin d'installer, on n'a pas besoin de gérer justement comme le Windows de ses enfants où c'est tout compliqué le week-end parce qu'on voit bien que c'est compliqué de gérer un logiciel. La question elle est qu'à un moment donné, l'usage devient plus simple. On donne directement un outil qui est consommable, qui est utilisable et il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques. Et ça, là aussi, c'est un cap qui est gardé, c'est comment est-ce que je fais pour être le moins dépendant de la technique. Et c'est là où, effectivement, comme le dit le petit, il y a un peu un paradoxe, c'est que cette histoire de Secnum Cloud, cloud au centre, donc on veut faire de l'usage, mais on dit, ah oui, mais en même temps, ça va être Secnum Cloud, et là, on met une contrainte sécuritaire complexe. Donc là, une espèce d'aporie, une espèce de contradiction. Et le constat que j'ai, moi, c'est que dans l'État, les administrations, les agences, elles sont prises entre ces deux éléments-là. Elles veulent aller plus vite avec le cloud, elles voient Secnum Cloud, elles voient des surcoûts, et donc elles tournent comme ça, et on leur dit qu'il faut baisser de manière budgétaire. Et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le double bind, elles ont une double contrainte, et donc selon finalement le dirigeant avec qui on est, il va choisir une des contraintes, la contrainte du coût ou la contrainte de l'usage, en fonction de ce qu'il estime le plus juste. Et je pense que la question, c'est comment tout ça va atterrir sur les années qui viennent. Merci. Du coup, effectivement, on voit bien d'ailleurs là, on est assez État, parce que c'est une contrainte d'État. J'ai envie de revenir vers Audrey. Audrey, dans le monde privé, donc qui je pense est moins soumis à ça. Jean-Baptiste, tu l'as évoqué à un moment, en fait, que oui, bon, il faut mettre de la sécurité, mais est-ce que là, par contre, comme tu disais, finalement, ça a moins d'importance et oui, les gens vont vers plus de cloud, consomment du cloud. Finalement, ce service, c'est assez fondamental pour eux et ils migrent. Les entreprises migrent doucement ou rapidement d'ailleurs vers le cloud. Je suis désolée, la question a coupé. Ah, je te demandais si finalement les entreprises privées, parce qu'on parlait beaucoup de l'État, mais là je voudrais revenir sur les entreprises privées. Est-ce qu'elles s'embarquent cette contrainte aussi? Jean-Baptiste disait que bah oui, pour la sécurité, il faut faire le client souvent essaye de faire le choix entre ces contraintes de sécurité et le fait de se déployer dans le cloud. Est-ce que toi tu vois effectivement bien que les gens continuent à se déployer dans le cloud? Et finalement c'est quoi en 2024? Qu'est-ce qui fait que on peut accélérer son déploiement dans le cloud si je suis une entreprise? Oui, clairement, toute notre clientèle privée est très à cheval sur les déploiements sur le cloud et principalement sur la sécurité. Le fer de lance finalement et la problématique principale de tous nos clients, c'est la sécurité. Aujourd'hui, malheureusement, il y a, les premières guerres et on en parlera certainement tout à l'heure. Les premières guerres, ce sont des guerres numériques. Le monde n'a jamais été aussi ouvert et pourtant, je trouve qu'à l'échelle d'aujourd'hui
aujourd'hui, finalement, l'échelle d'aujourd'hui, c'est plus le monde, c'est les territoires. Voilà, et avec finalement, il y a tellement de problématiques de sécurité que les clients cherchent absolument à restreindre le plus possible et à sécuriser leur système d'information. Donc voilà, là, il y a beaucoup d'investissements au niveau de la sécurité encore cette année. Secnum Cloud en fait partie. Voilà, donc je pense que ça va rester encore, ça reste dans le train principal. On a beaucoup d'audits, beaucoup de plateformes qui sont certifiées notamment sur des normes comme PCI DSS. Voilà, et ça reste une constante en tout cas et un axe de développement fort pour nous cette année. Merci. Oui, on voit bien nous-mêmes qui avons été certifiés ISO 27001 l'année dernière, donc on était tout fiers. Effectivement, on a effectivement rentré dans ce cadre de sécurité parce qu'on sent bien que les clients veulent plus de sécurité. Alors, je propose qu'on twiste un petit peu de sujet et je vais venir vers Caroline. Parce qu'un des autres enjeux, évidemment, en ce moment dans l'entreprise, c'est, on va dire, tout ce qui est le travail hybride. Hein. On en est la preuve aujourd'hui. On en fait du distanciel, du présentiel. À nouveau, dans cette année 2024, on a quand même vu pas mal de grandes annonces, que ce soit d'ailleurs des boîtes de la tech, comme des boîtes plus traditionnelles, on va dire, qui disaient oh là là, le télétravail, plus de télétravail. Alors, j'avais envie de te demander, Caroline, toi qui es un peu au cœur de ces sujets-là, est-ce que tu as constaté effectivement des gens qui reviennent en arrière, qui essayent de ramener tout le monde dans les bureaux? Est-ce que finalement c'est quelques annonces de grands groupes, un peu de com, ou est-ce que c'est un vrai élément de fond? Ou est-ce que l'élément de fond, c'est pas justement, oui, télétravail et le distanciel? Alors, c'est réel. C'est réel. Ça a commencé d'ailleurs dans la Silicon Valley bien plus tôt. Hein. Ils ont commencé par envoyer tout le monde chez eux, très confiants dans la technologie. Puis après, ils ont ramené tout le monde au bureau, pour certains. Et là, ce qu'on voit ici, en ce moment, c'est des entreprises qui veulent tout le monde au bureau et des salariés qui veulent que du télétravail. Donc, oui, il y a un mouvement de ramener les gens au bureau. Sauf que si on veut recruter et si on veut retenir les talents, eh ben c'est pas possible, c'est pas compatible. Donc il n'y a pas, moi je n'ai pas un candidat qui ne demande pas au moins 1 ou 2 jours de télétravail. Oui, c'est devenu vraiment quelque chose de base pour un salarié oui, aujourd'hui. De pouvoir avoir un moment de travail, de deep work, de travail en profondeur sans être dérangé, etc. Alors, ce que j'ai envie de questionner, c'est plutôt le pourquoi tout ça. Ce qui se passe, c'est j'ai envie de dépasser la question du manque de confiance qui est pas très intéressante, mais qui est réelle. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils foutent chez eux. Bon, on pourrait aussi se poser la question de qu'est-ce qu'ils foutent derrière leur ordi quand ils sont au bureau. Tu peux aussi préparer tes vacances. Donc en réalité, pour moi, c'est un non-sujet et ça doit se dépasser par des modes de management plutôt à l'objectif, plutôt en trust and support que en command and control. Mais dépassons ça. La question derrière ça, c'est qu'il y a une réalité quand même au-delà de cette... La productivité qu'on a quand on est chez soi, elle semble parfois supérieure. Vous avez déjà senti quand vous êtes chez vous et que vous n'êtes pas dérangé, vous avez le sentiment d'avancer beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il y a aussi des pertes de productivité dont on s'est rendu compte dans la durée qui sont immenses et qui vont vous intéresser, vous, en tant que communicant interne. Il y a des pertes de productivité immenses par exemple, si je vais vous donner un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Un exemple, c'est j'envoie un email ou un SMS parce que j'ai envie d'aller vite. C'est quoi il vient d'où ce chiffre d'octobre? Évidemment, le chiffre est pas très bon. Je reçois ça et je me dis zut, quelle est l'intention derrière? À aucun moment je réponds le chiffre il est là et en réalité, il y avait moins de rendez-vous commerciaux sur septembre et ça explique. Je ne vais pas répondre 2 lignes là-dessus. Je vais me questionner sur c'est quoi cette mise cette mise en cause de mon travail, puisque c'est à moi qu'on pose la question, donc j'imagine que c'est mon travail. Et donc, je vais répondre souvent à un email extrêmement long
qui va prendre en compte toutes les intentions possibles de mon interlocuteur. Est-ce que tu m'as mise en cause et du coup je me défends? Est-ce que tu avais besoin de ça parce que peut-être en fait c'est pas que tu me mets en cause mais peut-être tu en as besoin pour telle autre raison, tel autre projet sur lequel je sais que tu es. Peut-être tu en as besoin pour telle personne qui t'a mis la pression et du coup je vais te donner des arguments pour l'autre personne. Du coup je me retrouve au lieu de te répondre en 2 lignes à te faire un email. Vous avez déjà vécu ça? Cet email hyper long qu'on fait pour essayer de dénouer toutes les intentions possibles de son interlocuteur. En fait, c'est un phénomène qui s'est beaucoup développé dans le remote, qui fait perdre toute la productivité que le remote peut apporter. Donc, on a vraiment ce sentiment qu'il y a un problème d'humain quand je vais te voir à ta place et que je dis avec mon body language, le chiffre d'octobre, d'abord je ne vais pas le dire pareil, le chiffre d'octobre, là, il m'a un peu inquiété pour mon projet. Donc déjà, je ne vais pas le dire pareil, je vais avoir quelques mots de plus, je vais avoir un body language qui est soit je te mets en cause, soit... Et donc, on va direct à l'objectif. Et donc, je peux te répondre tout de suite et en 2 phrases, mon body language, mes mots choisis vont répondre. Et c'est cette productivité de l'humain, du ressenti, de l'intuition qu'on perd dans le remote. Et néanmoins, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a l'IA. C'est-à-dire que avec ChatGPT, aujourd'hui, l'email très long, il prend beaucoup moins de temps déjà. On ne prend plus 1 heure pour écrire même un mail très long. Donc on peut le dicter, on peut lui dire restructure-moi ce truc, fais-le plus gentil pour lui. Il m'énerve, mais fais-le plus gentil pour lui. Et on pourrait s'interroger sur la possibilité, moi j'aimerais bien qu'on aille vers des chats GPT qui soient programmés pour faire de la communication non violente et qui nous feraient gagner énormément de temps dans la com interne en disant... C'est quoi ton intention quand tu lui demandes ça? Parce que lui, il va se poser la question. Alors, j'aime beaucoup ton idée. Il y a 2 points que je retiens, effectivement, parce que nous, on le vit. Alors, nous, on est une boîte, pour ceux qui ne le savent pas, 100% remote, Jamspot, même si aujourd'hui, on est dans les locaux. On a quand même gardé des locaux pour ceux qui veulent venir de temps en temps un petit peu partager une expérience collective. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, parce que nous, on l'a constaté. J'ai envie de revenir vers toi, Alain, parce que, alors, on est quand même des outils qui sont censés être efficaces, efficients pour le travail en distance. Et nous, chez Jamspot, on sait qu'on a les outils, bien sûr, mais on sait que ça ne suffit pas. Et j'ai envie de revenir vers toi pour que tu nous donnes un petit peu les clés, en tout cas, de ce que nous, on voit chez nos clients, ce qui marche pas, ce qui marche aussi chez nous, pour justement redonner ce fameux contexte dont tu parles, qui effectivement nous a semblé, nous aussi chez Jamspot, assez fondamental pour ne pas perdre de l'info et qu'effectivement les gens puissent se braquer très vite, comme tu dis, sur un simple messenger où c'est très court en plus. C'est quoi ce chiffre? Ah oui, ça peut créer de l'un. Alors Alain, j'ai envie que tu nous donnes un petit peu ton retour là-dessus. L'éclairage nous qu'on apporte, il est double. Il est déjà sur la question quand même, et je vais faire comme on a commencé. J'ai commencé par la cale, par les outils. C'est-à-dire que effectivement, les outils, on va dire anciens, mail, SMS par exemple, ils sont pas assez subtils. Donc il y a aussi le fait que quand on prend une plateforme de communication générale, en fait il y a plein de façons de communiquer et qui vont être beaucoup plus subtiles que par SMS ou par mail. Et donc déjà ça change parce que je vais être dans un contexte. Je vais par exemple être si je suis dans un flux de commentaires autour d'un sujet par exemple, je sais que d'autres gens me regardent. Et c'est comme ici, par exemple, tu vois là on est dans un dispositif, on n'a pas le même comportement que si on était à la machine à café tous les 4. 5. Tu vois, d'ailleurs, intéressant le dispositif, du coup, avec une personne en distance. Parce que Audrey n'aurait pas de café si elle était loin, la pauvre. Voilà. Donc le dispositif, il est clé. Ça, c'est l'outil. Et ensuite, il y a un deuxième truc, c'est la culture. Et par exemple, c'est la culture d'apprendre effectivement à par exemple, poser des questions. Obliger les gens à donner du why. Je veux un why. Et ça se fait par l'exemplarité. Pour moi, combien de fois je rappelle, je mets why, 2 points, why en majuscule, en plus, moi je le fais de manière un peu grossière exprès, why, 2 points. Moi, quand on fait le compte rendu codir, par exemple, je dis why, voilà telle problématique, voilà ce qu'on a décidé. Et tu pourrais le contraindre par l'outil. Et voilà, et j'allais rebondir. Bien sûr. L'intention, le why de la question, l'intention. Et là, c'était mon 3e développement, c'est qu'effectivement, je pense que, et là-dessus, je te rejoins complètement, l'IA peut faire des choses incroyables. Nous, on est en train de travailler, j'en parlais tout à l'heure là, dans nos annonces, effectivement, sur des logiques, en fait, dans lesquelles, en fait, on travaille les prompts, ce qu'on appelle les prompts, par utilisateur, pour être capable, justement, de ressortir les problèmes que pose même un message. C'est exactement ce que tu viens de dire. Quand tu dis, tu l'as formulé de manière magnifique, quand tu dis, j'aimerais une IA qui fasse de la communication non violente,
Mais tu sais quoi, c'est le prompt, on va l'écrire comme ça. Tu dois aider On le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. Et effectivement, tu dois répondre de manière non violente. Que penses-tu de mon message? Et peut-être en le faisant avant que la personne fasse enter. Enfin, plutôt, elle fait enter. Exactement. Et Voilà. on pourrait même imaginer que mon IA me connaît bien, ton IA te connaît bien. Du coup, elles se parlent entre elles pour se dire « Attends, il va mal réagir là. » Et du coup, de préparer un peu le truc avant. Mais c'est nous qui appuyons sur Enter. Donc là, on arrive Malgré effectivement sur tout ce que l'IA. Et on parlait du garder le cap. Moi, ce que je vois aussi, c'est que dans le même temps que tout ce qu'on s'est dit, on voit plutôt effectivement des gens qui sont plutôt en maintenance, performance, ce qu'ils ont. Par contre, ils sont extrêmement à l'affût aujourd'hui de tout ce qui se fait sur l'IA. Nous, nos clients gardent le cap loin en se disant sur l'IA, il y a quelque chose qui va se passer dans mon métier. Honnêtement, je ne sais pas trop où. Parce que nos clients sont assez honnêtes d'ailleurs pour le dire. Il n'y a pas de. Et même s'il y a des blogs qui expliquent tout là-dessus. Et on a énormément de dialogues aujourd'hui, de conversations très riches avec eux pour voir où est-ce que l'IA va atterrir dans leur processus métier et apporter justement des réponses RH ou productivité. Et ça, je pense qu'effectivement, quand l'investissement va repartir, l'IA va prendre une place centrale et nous, on s'y prépare. Ah, donc, ça y est, on a prononcé le terme magique, celui qui fait, qui excite un peu tout le monde, hein, c'est vrai, ces 2 dernières années, on va dire. Et j'ai envie de revenir vers chacun de vous, parce que c'est quand même un peu au cœur, effectivement, de ce qu'on se dit être le futur du numérique dans l'entreprise, c'est IA. J'ai envie de revenir vers chacun de vous pour avoir un peu votre point de vue sur finalement l'IA, c'est du rêve ou c'est une réalité? C'est-à-dire que, oui, on s'imagine plein de choses. D'ailleurs, Caroline, tu as toi-même imaginé une IA qui pourrait nous comprendre et puis interagir avec notre collaborateur en prenant en compte nos sentiments. OK. Mais dans la réalité aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez, chacun de vous 4? C'est quoi les projets? Est-ce qu'il y a des projets IA? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui les intéresse? Audrey, si tu peux démarrer là-dessus? Ouais, très bien. Alors, l'IA, pour nous, c'est absolument essentiel parce que d'abord, on consomme de la data. Nous, on consomme de la donnée, donc on a des bases de données de plus en plus volumineuses, on a beaucoup de tâches répétitives, on a beaucoup de reporting, des contraintes réglementaires, on en a parlé avec Secnum Cloud. Et puis aussi une évolution de nos collaborateurs, en fait, qui se sentent un peu débordés par rapport à tout cette augmentation de traitement un peu administratif. Nous, on a des ingénieurs en informatique, ils n'ont pas du tout envie de se taper du reporting de données. Voilà, on a aussi des catalogues produits de plus en plus importants. Et la grosse valeur ajoutée de l'IA pour nous, la première step, c'est vraiment l'automatisation. Alors, on le fait déjà sans IA, mais en gros, le principal risque en exploitation informatique, c'est vraiment l'erreur humaine. Donc, l'IA, l'automatisation et ensuite l'IA va nous permettre en fait d'avoir notamment des installations toujours identiques, de simplifier l'administration de nos plateformes, par exemple, et donc, in fine, de limiter les pannes. C'est absolument essentiel. Demain, alors là, on n'y est pas encore. Demain, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est la généralisation de bots qui vont en fait être des aides à la décision. Donc, ils vont nous permettre, lors d'un incident ou lors d'un incident au sens utile du terme, hein, dans la plateforme, on va réunir l'intégralité des informations, aussi bien le monitoring, les procédures, que d'aller chercher comment dans l'historique de la plateforme pour pouvoir aider le collaborateur à analyser les données, le monitoring, à pouvoir suggérer des pistes en fonction des usages et de l'historique de la plateforme, et ensuite d'aider le collaborateur à résoudre. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va vraiment, ça va permettre aux collaborateurs d'avoir des tâches plus intéressantes, plus qualifiées, et en fait de se dédouaner un peu, de limiter en fait la partie administrative. Voilà, donc focalisation sur l'expertise du collaborateur. Voilà, et voilà, la concentration aussi sur la communication, qui est une vraie valeur ajoutée, la communication avec le client. Voilà, donc ça c'est un peu le bon côté pour nous de l'IA et ce qu'on a mis en place chez Écritel et ce sur quoi on va. Il faut dire malheureusement qu'aujourd'hui l'IA elle est essentiellement utilisée, on la voit
principalement dans côté cyberattaque, hein, et notamment deepfake, etc. Et que, en gros, si ça permet d'automatiser le bien, ça permet aussi et surtout d'automatiser les attaques cyber et toutes les problématiques que l'on rencontre au quotidien. Et donc, ça a complexifié aussi notre tâche d'infogérance et d'administration sur ce point-là. Oui, c'est ça, c'est un peu double peine. Ça fait des choses formidables, mais ça pose aussi beaucoup de questions et de problèmes, et particulièrement pour vous qui êtes hébergeur. Oui, du coup, ça vous oblige à mettre en place de nouvelles stratégies pour protéger les données. Toi aussi, Jean-Baptiste, côté IA, tu dirais quoi, toi? Oui, alors en fait, nous, on observe peut-être, si je veux citer 3 axes sur lesquels l'IA est essentielle sur la manière dont on opère notre activité. Un exemple typique, c'est la détection de la fraude. On est un fournisseur de services de cloud. On a des clients qui nous payent pour les services que l'on opère. Et évidemment, il y a des gens qui n'ont pas envie de payer, qui ont envie quand même malgré tout d'avoir le service. Et donc, ils développent un tas de mécanismes qui permettent donc de se retrouver en situation de fraude. Et donc, pour nous, la problématique est de savoir à quel moment il s'agit effectivement d'une opération frauduleuse. Et donc l'IA nous aide à développer ce genre d'alerte et de détection. C'est pour tes propres services, là. C'est pas tes clients qui te commandent un système de détection de fraude. Ça, c'est toi qui as mis en place de l'IA pour voir s'il n'y a pas de la fraude sur tes services, c'est ça? Alors effectivement, c'est dans un premier temps centré sur nos propres activités. Il n'est pas du tout exclu que ça devienne quelque chose qui soit utilisable par nos clients et qu'on puisse proposer à nos clients en tant que service manager d'aide à la détection de commandes frauduleuses. Deuxième point, et donc on pourrait aussi, comme Audrey l'a indiqué, appliquer ces mêmes méthodes à l'observation du trafic pour savoir à quel moment on est face à une attaque cyber et les détections de patterns, etc., qui sont déjà en place et qui peuvent être augmentées, entraînées aujourd'hui avec le volume auquel on a l'habitude de traiter. La deuxième chose, c'est face à la quantité de documentation, de procédures, de réglementation auxquelles on doit faire face, quelquefois ça dépasse les spécialités de chacun. Un outil d'IA qui permet d'exploiter la base de connaissances de l'entreprise à tous les niveaux, que ce soit sa propre documentation, que la réglementation, que les procédures, eh bien ça permet d'aller plus vite et de trouver des réponses sans avoir à interroger 3 ou 4 personnes consécutivement, avec peut-être finalement un retour à la case départ parce qu'on n'a pas exploité tous les bons chemins. Donc deuxième aspect, c'est la mobilisation de la documentation interne et un usage interne. Le troisième, et je vais m'inscrire un petit peu en faux avec ce que Caroline disait, juste pour faire l'avocat du diable, c'est que je me dis, est-ce que effectivement l'objectif c'est d'entraîner une IA pour compenser nos inaptitudes relationnelles, ou est-ce qu'au contraire on a plutôt intérêt à faire en sorte que l'homme devienne plus en capacité de comprendre ce que la machine peut lui proposer et donc pouvoir l'orienter et donc entraîner les hommes finalement à mieux répondre et faire face aux situations qui sont des situations d'ordre émotionnel, interaction, etc. Donc voilà, ces sujets-là, pour nous, ce sont des choses qui sont intéressantes à regarder, en particulier quand on se met à écrire des emails de manière automatique, quand on se met à dire écris-moi une réponse à telle question, envoie un message à telle administration, envoie un message à tel client, etc. Pouvoir juger de la qualité du texte qui a été généré par l'IA, ça demande une compétence nouvelle, ça demande une mise en perspective de son propre langage qui, elle, nécessite une formation particulière, je pense. Voilà. Donc, on a une formidable ouverture avec l'IA qui est capable... Enfin, l'IA, alors, je me permets une incise ici. Quand on dit IA, jusqu'à présent, là, on vient de parler essentiellement de LLM pour ce qui est de la génération de code automatique, de texte automatique, pardon. Pour la détection de patterns et de documentation, c'est un petit peu différent. Et donc, il faut faire attention à ce que cet outil, qui offre de nouvelles possibilités, soit accompagné d'une maîtrise consciente
de l'outil, évidemment. J'enfonce un peu des portes ouvertes ici, mais c'est important de rappeler que ça ne va pas remplacer les hommes et que les collaborateurs sont toujours en situation d'exercer un jugement et d'adapter leur conversation. Je trouve ça très intéressant. Avant de rebondir, Alain, parce que sur ton point 2, qui était comment la masse de connaissances de l'entreprise peut être exploitée par l'IA, je te repasserai la parole, Alain, parce que je pense qu'on a quelques éléments nous à dire. En tout cas, on commence à faire des expérimentations avec nos clients. Je voulais juste, Caroline, que tu rebondisses là-dessus, parce que évidemment, on voit bien la grande frayeur de tous ces collaborateurs, de tous ces salariés qui ont peur d'être remplacés par des IA. Et comme disait Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut faire progresser l'humain ou est-ce qu'il faut faire progresser l'IA? Finalement, nos investissements, on a intérêt à apprendre aux IA à faire des choses ou apprendre à l'humain à mieux gérer les choses. Voilà. Ouais, il faut, vaste, il faut évidemment les deux. Non mais je te remercie de ce que tu as dit parce que c'est une précision très importante. Quand je dis l'IA va nous permettre de peut-être mieux gérer les intentions, en fait, ça ne marche que si elle fait progresser l'humain. C'est-à-dire que si elle pose la question, elle permet à l'humain de décomposer la manière dont il interagit avec les autres. Donc, autrement dit, on peut constituer des prompts, en tout cas en LLM, on peut constituer des scénarios qui permettent, avec l'expertise de gens comme nous dans les RH et qui travaillons dans l'humain, sur la communication non violente et d'autres techniques, on peut formater ces systèmes à peu de frais pour permettre à chaque individu de progresser dans son interaction. Et c'est là que je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on va avoir, si on se débrouille bien, si on le fait, si on fait ça, d'aider par ces systèmes à progresser dans nos relationnels et à décomposer notre relationnel, si on fait ça, on va permettre une bien plus grande intelligence émotionnelle de chacun. Puisqu'on pourra poser la question à grande échelle de c'est quoi ton intention. Il y a énormément de gens qui se posent jamais la question de l'intention de leur message. Donc quand tu dis c'est culturel, la culture c'est très long. Donc quand tu disais où est l'investissement, si tu dois changer la culture, moi je propose ces services-là, ça va pas à la même vitesse que de faire un prompt qui va chez tout le monde et qui pour tout le monde demande quand tu poses cette question, quelle est ton intention sincère. Et quand tu disais mythe, enfin rêve ou réalité sur je rêve de choses dans l'IA, mais la réalité c'est que un chat GPT est déjà capable de faire des mini-coachings. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez posé cette question à votre chat GPT, mais si on lui demande qu'est-ce que tu sais de moi dont je n'ai pas conscience, il dit des choses pas du tout inintéressantes. Donc, il a déjà cette décomposition de qui on est en tant qu'humain, etc. Si en plus on le prompte en lui disant, mais en fait, dans une conversation, voilà ce qui se passe. Il y a l'intention, il y a le ton, il y a le body language, il y a tout ça. Et donc, toi, quand tu vas t'adresser à un tel, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle est l'authenticité qu'il y a derrière et quel est ton objectif? Si je décompose en négociation, c'est quoi ton enjeu, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ta position. Si à chaque fois on donne toutes ces méthodes et que, en fait, on va faire progresser l'humain considérablement en conscience, puisqu'on va lui donner la méthode au passage. C'est ça, en fait, en lui apprenant à faire des prompts correctement, on va lui aussi apprendre les bonnes méthodes de gestion. En l'obligeant à faire les choses correctement, à envoyer les bons messages, on va l'obliger à s'élever. Et c'est ça que je trouve intéressant avec l'IA. Et c'est déjà ça. C'est déjà en quelque sorte une réalité. Après, si on parle des talents, il y a pour l'instant une espèce de confusion où les gens ne savent pas très bien ce que l'IA va donner dans leur domaine, ce qu'on se disait, et donc ils ne savent pas très bien quoi recruter comme compétences. Les compétences sont encore un peu fumeuses, c'est-à-dire que on a des candidats qui disent qu'ils savent, en fait. Voilà, parce que c'est tout nouveau. Donc chacun a réussi à adapter un peu ce qui était à disposition à son cœur de métier. Les très bons utilisateurs de ce qui est proposé, en fait, sont difficiles à repérer. Et ceux qui travaillent vraiment dans l'IA, par contre, sont aujourd'hui des candidats qui font double ou triple de salaire des autres. C'est ce niveau-là. Hein. C'est des salaires californiens. Donc, il y a une espèce de... Soit ce sont des experts IA
et dans ce cas-là, on a vraiment effectivement pénurie. Soit ce ne sont pas des experts, ce sont simplement des gens qui savent utiliser les outils à disposition. Et là, les entreprises ont encore du mal à écrire leur scorecard sur le sujet. Et les talents ont un peu du mal à défendre ce qu'ils savent faire et à savoir s'ils savent faire mieux que les autres. Il y a aussi une conscience de soi, conscience de sa propre compétence. Alors ça me permet de rebondir parce que justement, je reviens vers toi, Alain. On parlait IA, etc. Parce que effectivement, un des enjeux, c'est de mettre l'IA de façon la plus simple possible, parce que c'est pas si simple, tu l'as dit, d'ailleurs la preuve c'est qu'il y a des gens qui mettent dans leur CV, qui savent faire des prompts, etc., qui sont des experts de la manipulation, entre guillemets, des IA, et je pense que nous on a un enjeu, Alain, tu pourrais le dire, justement, nous on se questionne beaucoup sur, au sein de l'outil, des outils comme les nôtres, comme Genspot, comment on peut mettre à disposition facilement une IA qui va apporter de l'aide, parce que c'est comme surtout ça, sans que tu aies besoin de faire un master en IA, pour pouvoir l'utiliser de façon efficace au sein de ton entreprise. Oui, et pour aller dans le sens, moi bon, l'IA, c'est un peu c'est ma passion. Moi, j'ai commencé ma carrière là-dessus. Il y a quand même dans cette IA générative quelque chose de très très puissant. Moi, par exemple, il n'y a pas une semaine qui ne se passe pas dans lequel j'ai pas un prompt, un usage de l'IA que je découvre nouveau et qui quelque part m'ouvre de nouvelles perspectives. Alors que vraiment, je baigne dedans depuis tout petit. Donc ça, c'est juste pour rappeler quand même la puissance de cette capacité. Et nous, du coup, effectivement, comme tu le dis, Mathieu, effectivement, notre sujet, c'est de dire, en fait, on a bien une technologie qu'on peut donner de manière très simple. Tu donnes un chat GPT à tout le monde, et puis finalement, tu as une sélection darwinienne. Quels sont ceux qui sont capables de faire du prompt et d'avoir finalement une méta-analyse sur eux-mêmes? Parce qu'en fait, il faut avoir une méta-analyse pour faire des méta-prompts. C'est-à-dire, je comprends mes lacunes, et donc je suis capable de moi-même créer les demandes implicites à quelqu'un. Donc, je suis à la fois mon coach et je reçois ce que le coach automatique me donne. Bon, ça écrème beaucoup de gens. Voilà. Donc nous, notre objectif, c'est de ramener ça dans les usages. Parce que par contre, c'est de ramener ça dans les usages un peu lambda. Et je reprends d'ailleurs les points que vous avez dit. Moi, je vois 3 grands piliers. Pilier numéro 1, c'est tout ce qui est génération de contenu. Et oui, aider à écrire du contenu. Synthétise-moi ça. Fais-moi une transcription, mets-le-moi dans une autre langue que je connais pas, sors-moi les éléments saillants, donne-moi les points de décision de tel truc. Enfin, tout ce qui est génération de contenu avec un peu ou pas de brainstorm, c'est-à-dire un peu de divergence par rapport au réel. Le deuxième pilier, et là c'est ce que dit Jean-Baptiste et aussi Audrey, et d'ailleurs il y a beaucoup de cas IT, il y a le cas IT, le cas RH, c'est je veux savoir la vérité sur telle question. Quelle est la procédure pour mettre en place l'AVM? Quels sont les droits au congé, étant donné que je reviens de congé mater, mais qu'en fait c'est mon 2e congé mater et que je suis dans la boîte que depuis 6 mois. Alors, combien? Alors dans les conventions collectives qui font 400 pages, comment on s'y retrouve? L'IA, elle est capable de faire ça. Donc là, c'est voilà, gentiment. Donc ça c'est ce qu'on appelle les chatbots. Donc cette partie génération. 2, les chatbots RAG, c'est un terme un peu moche, mais c'est le terme qui a été pris. Et le 3e, c'est tout ce qui tourne autour des agents. Les agents qui sont plus ou moins d'ailleurs autonomes, parce que tu vois, ça peut être effectivement des agents qui aident soit avant de faire la bêtise d'écrire le post maladroit, ou l'agent qui va être au contraire un agent collectif, voire un agent totalement autonome. Donc on voit les 3 niveaux. Et là aussi, les grands fantasmes, c'est la peur qu'il n'y ait que des agents autonomes dans lesquels on n'ait plus de place. Bon. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on en est déjà à ce que quand on met des agents avec des missions, généralement ils sont assez visibles, ils sont contrôlés, donc on n'a pas peur aujourd'hui d'autre chose que ça. Moi, la vraie peur de l'IA, parce que là on est quand même sur une conférence un peu généraliste, moi je la pose à un seul endroit, c'est la question de l'IA dans les armes automatiques. Voilà. C'est là où on a un risque systémique social. Mais dans le monde de l'entreprise, je pense qu'on se fait beaucoup peur. Par contre, dans le domaine militaire, je pense que là, il peut y avoir des ravages et qui, effectivement, deviennent un peu incontrôlables, avec des effets de coût aussi qui deviennent aussi un peu effrayants dans ce qu'on peut prévoir par rapport à ça. Donc, je ne voudrais pas finir la conférence. Non, justement, je pense qu'on va, même si c'est un point et un sujet extrêmement intéressant, je propose qu'on passe, parce qu'il nous reste que 10 minutes, et on a eu quand même quelques questions. Donc, je propose qu'on essaie de répondre aux questions dans nos 10 dernières minutes. Alors, la première, c'est... alors, je la pose à tous les 4, répond qui veut. On a quelqu'un qui nous demande comment expliquer que les outils français soient encore peu utilisés par rapport aux outils américains, malgré le problème connu des lois extraterritoriales. Qui a un avis là-dessus ?
Mais, alors moi, je veux bien répondre, c'est que jusqu'à présent... Moi, j'ai Pardon. premier mot. Non, vas-y Audrey, vas-y. Vas-y Audrey, vas-y. J'ai juste raté le premier. Non, mais j'ai pas entendu. Je suis désolée. Là, le premier mot de la question. C'est comment expliquer que les outils français soient encore peu utilisés par rapport aux Américains dans le cadre des fameuses lois extraterritoriales. Alors, donc D'accord. Bon. Ouais, vas-y, Moi, vas-y. Vas-y Audrey, vas-y. oui. Ok, bah merci. Bah, enfin, je trouve que c'est une très bonne question, hein. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 75% de la dépense numérique qui est américaine. Et je trouve ça absolument. Voilà, notre top 1 d'assaut, il représente à peine 2% du CA du premier américain Microsoft. Et malheureusement, moi, je trouve qu'en France, les préjugés, on la dent dure encore. Alors, pourquoi? Bah, on dit, bah, les solutions françaises, elles sont chères, elles sont pas assez avancées en termes de fonctionnalité, elles sont pas user-friendly. Alors, qu'est-ce qu'on entend encore? Enfin voilà, qu'en fait, il y a des habitudes aussi bien ancrées au niveau des acheteurs qui préfèrent faire appel ou qui ont plus confiance dans les solutions américaines. Voilà. Et puis, globalement, quand même, je trouve que les solutions françaises ne sont pas suffisamment visibles par rapport aux géants américains, notamment pour des questions de budget. Donc, il y a vraiment, je trouve, un manque de considération et de sensibilisation, et notamment de compréhension des enjeux de souveraineté dont on a parlé au début. Et pourtant, je trouve que le fait de faire appel à des solutions françaises, c'est une opportunité aussi bien pour les PME que les ETI, parce que d'abord, ça renforce la confiance des clients, hein, par une meilleure protection des données. Et c'est quand même, on l'a vu tout à l'heure, une condition sine qua non pour nos clients. C'est une question aussi, ça va amener de la transparence et de la sécurité pour nos clients. C'est aussi un engagement RSE, ne l'oublions pas, hein, c'est-à-dire c'est de la proximité en termes d'économie locale, et puis aussi d'empreinte carbone. Et ça, c'est un enjeu, on n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu qui est primordial pour nos clients aujourd'hui, cette partie RSE. Et puis, je pense que c'est un avantage aussi dans tous les secteurs sensibles pour toutes les entreprises qui opèrent dans la santé, la finance, le juridique, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi le gros problème est un problème de communication et de marketing et de valorisation de nos offres en française. Merci beaucoup Audrey. Juste, il nous reste 5 minutes. Donc, il y a eu cette question. Est-ce que, en gros, vous pouvez me dire, mais très rapidement, parce que après on va nous couper, en 2 minutes. Donc, toi, tu disais un petit peu manque de communication et manque aussi peut-être de courage des entreprises pour aller vers les outils français. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapide. Il y a un point qu'on n'aura pas abordé, c'est la collaboration. Là, en l'occurrence, avec JamesPot, nous participons à des projets collaboratifs qui vont effectivement dans la production d'une nouvelle génération d'outils collaboratifs bureautiques qui vont mettre en scène, en œuvre, les compétences d'une grande richesse d'acteurs et compléter. Et donc, face à des géants qui ont une couverture marketing extraordinaire avec une richesse d'offres incroyable, eh bien nous on a la capacité de travailler ensemble, de se mettre autour de la table, de former des consortiums, d'arriver avec des propositions qui sont qui combinent les forces de chacun et quelque chose qui est beaucoup plus riche et qui peut être essentiellement français. Et le deuxième point, je voudrais juste rapidement indiquer quelques chiffres. Les investissements en IA aux États-Unis cette année, c'est plus de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire environ 100 milliards par mois. Alors nous, on se bat avec un déficit de 60 milliards, à des économies de 60 milliards, donc on voit la marge. Et donc face à ça, même au niveau européen, c'est difficile de lutter. En revanche, si on mobilise une économie en réseau, si on mobilise des consortiums, on est capable d'apporter des solutions qui peuvent tenir la dragée haute à ces rouleaux compresseurs. Merci Jean-Baptiste. Alain, Caroline, juste un dernier petit point. Caroline. Non, mais après, ce sont des histoires, moi j'en reviens toujours à l'humain, après ce sont des hommes et des femmes dans les entreprises qui doivent faire ce genre de choix. Et en fait, on ne peut pas leur demander d'être omniscients sur ces choses-là, et en plus leur métier, et en plus tout le reste. Donc à un moment donné, s'il y a un enjeu de souveraineté, de sécurité d'État, etc., l'Europe pourrait, au-delà de faire des lois et des normes, communiquer sur et faire savoir et accompagner l'usage
de basculer sur des solutions françaises. Alain? Oui, puis on mesure également qu'il y a quand même une vraie croissance. Hein. Si on prend ne serait-ce que nos chiffres, nous aujourd'hui on a 400 000 utilisateurs au quotidien qui utilisent nos solutions. Donc 400 000 utilisateurs au niveau de la France, c'est loin d'être ridicule. Donc effectivement, comme dit Audrey, il y a aussi le fait tout simplement de redresser la tête et de se dire qu'effectivement ces solutions elles sont quand même plus déployées que ce qu'on pense. Et après, il y a un dernier point qui est le verrouillage du marché. Aujourd'hui, Microsoft a un certain nombre de plaintes contre lui, on a cité son nom, parce que tout simplement, il abuse de sa position dominante et que, année après année, il fait face à de plus en plus de plaintes, de plus en plus, à un moment donné, d'amendes, et ça amènera sans doute, je pense, un renouveau du marché. C'est ce qu'on est en train de vivre, comme le dit Jean-Baptiste. Je pense moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que l'Europe peut rebondir, parce qu'elle a une culture aussi sur ces questions d'IA. Qui dépasse la question technophile, technologiste, un peu de la Silicon Valley. Je pense qu'il est temps d'inventer un nouveau modèle et c'est ce qu'on essaie de faire modestement tous ici. Eh ben, il est presque le temps de terminer. Hein. On a eu d'autres questions. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont posé des questions. Je les ai reçues un petit peu tard. Il y en avait une autour de Bleu, Alain. Il nous reste 2 minutes. Que pensez-vous de l'arrivée de Bleu sur le marché? Parce qu'on est en plein dans cette question-là. Là. Qu'est-ce que tu nous dirais là en 1 minute ou 2? Je dirais que Bleu, c'est typiquement justement l'alliance d'un État qui dit, que pour ceux qui connaissent, hein, c'est le cloud au centre. En incluant du Microsoft, opéré par Orange. Donc, c'est l'État qui n'est pas cohérent, justement, par rapport à cette question. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui ne comprendront pas le sujet. Effectivement, c'est que pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre en place une solution américano poussée par des Français, alors que l'État français aurait pu tout simplement s'équiper de solutions françaises et européennes, tout simplement. Et c'est là où on se dit que le génie français, des fois, c'est de compliquer les choses. Oui, comme disait Jean-Baptiste, comme tu dis, c'est compliqué parce que, comme dit Jean-Baptiste, on a effectivement des projets ensemble financés par l'État pour faire des suites collaboratives et on comprend pas trop pourquoi après l'État qui nous finance d'un côté nous met des bâtons dans les roues ensuite pour aller choisir nos petits camarades américains. C'est effectivement assez surprenant. Désolé donc à tous nos amis internautes qui étaient sur le live. Pour ceux qui ont posé des questions, hein, il y en avait plein intéressantes. J'ai pas dit, il y avait la loi de Crocker, les règles de Crocker. Voilà, des choses comme ça autour de ça. Écoutez, ce sera l'occasion sûrement un autre live ou n'hésitez pas, venez sur notre site et rentrez en contact avec nous. On est toujours ouvert pour discuter de ces sujets-là. Nous, on aime beaucoup ça hein, chez Genspot, pour ceux qui le savent. On aime bien se poser des questions pour surtout essayer d'apporter les meilleures réponses et à vous, entreprises, à nos clients, voilà, d'essayer de faire progresser nos outils pour vous aider. Je crois qu'il va être le temps de redonner la main. Merci beaucoup Audrey. Alors je sais que c'était pas facile hein, le distanciel, mais écoute, on t'a bien entendu. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de décalage. Je remercie évidemment Alain, je remercie Jean-Baptiste, je remercie Caroline pour votre participation, je remercie tous les internautes. Et je repasse la main à Benoît et Charline. Je ne les vois pas, mais et je vous souhaite à tous une bonne fin de matinée. Merci beaucoup Mathieu, merci à tous nos intervenants. Merci Mathieu. On va pouvoir, on a vu surtout que là, ces sujets du numérique sont au cœur des enjeux des organisations. Gardez d'ailleurs toutes vos questions pour la suite. Vous pourrez discuter avec nos experts Gemspot. On vous donnera les liens à la suite des keynotes et vous pourrez échanger avec eux sur ces sujets-là. En attendant, Alain, peut-être qu'on peut voir avec Eric qu'est-ce qu'il pense de ces sujets-là. Oui, absolument. Eric et Alain, vous présentez les nouveautés produites de Genspot. Mais Eric, toi qui es justement régulièrement au contact des organisations, c'est quoi un petit peu les tendances que tu vois par rapport à l'IA? Qu'est-ce qu'elles en pensent, ces organisations? Est-ce qu'il y a une tendance qui se dessine ou pas du tout? Bonjour à tous. En effet, côté intelligence artificielle, on voit pas mal de choses. Nous qui sommes au contact des prospects, des clients et des partenaires, on voit évidemment les tout premiers qui ont eu peur, ceux qui se sont intéressés à la question, avec beaucoup de clients qui ont lancé des sessions d'évangélisation, de formation à l'intelligence artificielle en interne avec des experts. Et c'est clairement important de le faire pour démystifier un petit peu la chose et voir comment on peut se dire « Ah, mais au bout d'un moment, ça peut nous aider pour soit moi au niveau personnel, soit au niveau de l'entreprise. »
Au niveau de la suite, on voit des clients qui ont du coup déterminé des cas d'usage pour voir comment utiliser l'intelligence artificielle et d'autres qui se sont carrément lancés. Là, on va l'évoquer tout à l'heure avec Mr. Smith. On a du coup des propositions qui sont en cours et des prochains clients qui vont mettre en place des chatbots RH ou informatiques ou pour répondre aux questions des visiteurs sur les sites web. Donc, beaucoup d'effervescence et ça bouge dans tous les sens, j'ai envie de le dire comme ça. C'est un vrai plaisir et très riche d'échanger sur ces sujets avec les prospects et les clients. Merci Eric. Merci Eric. Et justement, Alain qui vient de nous rejoindre. Voilà, écoute, Changement de plateau. changement de plateau, tu n'arrêtes pas. C'est comme l'innovation. Non, mais on garde le cap. On garde le cap. On garde le cap, exactement. Et donc, ça tombe très bien que tu sois là, Alain, parce que justement, tous nos participants, ils ont hâte de voir un peu ce que JamSpot leur a préparé, réservé de nouveau pour cette année. Tu sais que la keynote JamSpot, c'est un format qui est indissociable du JamSpot Summit. Et donc, écoute, je vais te laisser présenter tout ça avec Eric, du coup. Mais oui, parce que j'ai le plaisir de faire ça avec Eric. Avec ton micro pour lancer cette séquence. Merci. Hop là. Je m'installe là. Voilà. On me dit en régie de m'installer dans l'oreillette ici. Voilà. Parfait. Alors, on va garder le cap pour faire réussir ce collectif. Vous savez que ça, c'est notre mantra numéro 1. Et donc, pour ça, on va avoir une séquence en 3 parties. 3 parties par rapport à ça. Première partie, on expliquera aussi pourquoi c'est le moment. Enfin, on l'a déjà entendu, senti là dans la table ronde. Ce qui fait l'actualité, 2-3 chiffres qui vont un peu éclairer par rapport à ça. Ensuite, justement, des démos et des annonces. Tadam, c'est Eric qui, justement, a le plaisir de nous montrer tout ça. Oui, un Noël avant l'heure, vous allez le voir, avec une sélection de nouveautés produits et d'applications utiles pour faire plus avec JamSpot. Et puis on parlera aussi, on se projettera aussi sur le futur, vu que garder le cap, c'est garder le cap loin. Donc nous voilà donc à présenter donc effectivement Eric. Moi je pense que tu as déjà été présenté, VP Sales chez JamSpot associé, voilà. Et puis donc moi Alain Garnier, cofondateur de JamSpot, et toujours le plaisir aussi d'être un peu dans le fil conducteur de ce live. Et de ce summit. Alors si on prend le moment 2024, c'est intéressant parce que on a regardé un peu les chiffres et je vais vous partager celui-là parce que je le trouve incroyable. En fait, en 2014, on avait seulement 27% des entreprises qui avaient commencé des outils numériques. Aujourd'hui, on est 89%. 89%. C'est vraiment en 10 ans. On a basculé dans le temps numérique. Voilà, ça c'est un point clé et il n'y aura pas de retour en arrière. Deuxième chiffre, aujourd'hui, donc il y a le basculement, donc on parle du numérique, mais le basculement également dans le cloud. Et on a 56% aujourd'hui des intranets qui sont en ligne, sachant que sinon, ça veut dire qu'ils sont on-prem, c'est-à-dire qu'ils sont installés, c'est les anciens systèmes. On voit bien qu'on est au milieu du gué. En France, il y a la moitié encore des intranets qui attendent de basculer dans le cloud pour passer dans la modernité. Deuxième chiffre, Eric. Oui, le monde se tourne vers le cloud et également vers l'intelligence artificielle avec pas moins de 35% des organisations dans le monde qui ont commencé à mettre de l'IA dans leurs opérations quotidiennes. Et comme je le disais juste avant, ça monte de manière exponentielle. Et alors toutes ces boîtes, en fait, qu'est-ce qu'elles gagnent à ça ? Évidemment, la modernité, le plaisir. Nous, on est toujours attaché à cette question de plaisir, mais elles gagnent également 1h30 par jour par employé quand on met en place une Digital Workplace. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1h30. C'est pas mal. C'est pas mal, même 35-39 heures, vous vous rendez compte, on se bat comme ça pour cette question de temps de travail en France. 1h30 en passant dans le digital avec une Digital Workplace. C'est effectivement une libération et une performance qu'on gagne. Alors nous, notre mission par rapport à ça, parce qu'on a une société, on voit bien qu'elle est en train d'évoluer, c'est transformer la manière dont les organisations collaborent à travers des solutions numériques innovantes. Et à terme, JamSpot, avec toutes les organisations, auront justement une Digital Workplace qui ressemblera à leur image. Voilà. Parce que ça, c'est le point. Avoir sa culture et non pas des outils standards comme on a aujourd'hui et qui permettent pas d'ailleurs tous ces gains de productivité. Pour être soi-même, pour être bien dans sa peau, c'est comme quand on s'habille, on prend ses propres habits, on choisit en fait sa ligne et on n'est pas tous habillés pareil en bleu de travail. Et c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, les outils standards, les suites bureautiques sont toutes les mêmes. Justement, nous, notre vision, c'est que à un moment donné, vous aurez justement les habits qui vous ressemblent pour justement être bien dans votre travail. Et le tout en quelques clics, c'est la force du produit de JamSpot qui nous est remontée assez régulièrement. Notre capacité à pouvoir faire ce morphing pour ressembler plus à vos organisations.
Alors, on passe aux démos. Annonces et démos. Alors, visuel, vous allez voir, ce qui est très fort en fait dans ce qu'on a travaillé cette année, c'est tout ce qui est visuel. Beaucoup de questions autour de l'IA, parce qu'on intègre ça, on en a beaucoup parlé dans la table ronde. L'IA est en train d'arriver et justement on est en train de le ramener en termes d'usage pour que ce soit plus simple à utiliser et toujours plus d'interactivité, parce que la productivité dont on parle, elle vient de là, elle vient du travail collaboratif qu'on fait ensemble. Alors, sans plus attendre, Tintin, premier point, c'est l'article visuel. Eric ? Totalement. On peut publier dans Jamspot des articles avec un titre, un corps de texte, des tags, des fichiers quand on en met. Là, cette solution, cette fonctionnalité va plaire aux communicants qui vont pouvoir faire plus avec une sélection de widgets pour mettre en avant des bannières, des carousels, des sondages, des liens de participation à des webinaires directement dans l'article. Donc là, ils vont pouvoir, les communicants, et moi-même d'ailleurs, je l'ai utilisé, bien s'amuser. Deuxième sortie importante, c'est la médiathèque. La médiathèque, souvent là, quand on pense médiathèque, on pense à un vieux truc, un truc poussiéreux, et souvent une librairie de dossiers avec des fichiers. Là, chez Jamspot, on a décidé de renouveler l'expérience de la médiathèque avec cette belle interface que l'on voit ici, une sélection de tuiles qui vont mettre en avant les différentes photos de votre charte graphique par exemple, mais également des événements internes et externes de votre entreprise, votre organisation. Donc on voit bien, la com interne, elle est vraiment à l'honneur toujours dans Jamspot. Comment est-ce qu'on rend les choses encore plus belles et on les magnifie. Alors on revient plus sur la partie justement interaction avec Visio Connect. Oui, on sait faire des visioconférences dans les réunions Jamspot. Là, on a ajouté une capacité qui nous a été demandée, qui est celle d'enregistrer du coup ces réunions et de fournir à tous les participants et aux absents de la session un lien pour pouvoir consulter du coup toute la réunion, et ce pendant 10 jours. Oui, vous savez qu'on est toujours sur les questions synchrone, asynchrone. Cette logique de productivité, elle vient également de là. Par exemple, quelqu'un qui va voir en asynchrone une réunion, c'est quelqu'un qui va pouvoir le faire sur un autre temps. Et là aussi, c'est là où on voit qu'on a des gains de productivité. Alors, gains de productivité, communication, je dirais qu'on n'est pas loin de ça aujourd'hui dans le dispositif. C'est la question du webinaire. Oui, avec l'ajout de cette belle fonctionnalité encore plus puissante pour pouvoir créer des sessions de communication à 50, 100 personnes, 200 personnes. Votre patron, votre codir parle à l'ensemble de l'équipe, pour donner un exemple. Et ça, c'est maintenant possible dans les plateformes Jamspot en quelques clics pour pouvoir du coup faire ces webinaires, faire du partage de fichiers, même des tableaux blancs directement pour les sessions de brainstorming. Ça, c'est ce que l'on propose dès à présent avec le webinaire. Alors, un produit extérieur, ce que c'est que Jamspot, c'est aussi une plateforme très ouverte, donc avec nos amis de Draft.io. Totalement. Draft.io, c'est une belle solution française pour créer des tableaux blancs interactifs et de ceux de manière collaborative. Donc, on a maintenant la possibilité pour tout client Jamspot d'activer cette option qui va permettre de créer directement dans votre plateforme des drafts, des tableaux blancs pour pouvoir mener vos meilleures sessions de brainstorm et d'idéation dans l'organisation. Oui, c'est vraiment un tableau blanc universel, incroyable. Fini les post-it papier, bon, même si c'est toujours un plaisir, là on pourra le faire dans le digital directement sur la plateforme Jamspot. Alors je sais que tu aimes beaucoup ça, et on arrive sur la partie IA, parce que je sais que tu es d'ailleurs celui qui porte aussi justement l'IA par rapport aux clients et les faire découvrir et tout ça, Eric. Et donc on va parler de baguette magique, et donc parle-nous un peu des magiciens qu'il y a derrière. Vous voyez ma baguette, c'est pour justement faire des textes de manière beaucoup plus rapide grâce à cette baguette magique qui est intégrée dans chaque article. Quand on publie un article, on a maintenant la possibilité de partir d'une phrase. Imaginons que je sèche, que j'ai le syndrome de la feuille blanche. J'ai la capacité d'appuyer sur développer et à partir de là, Jamspot va fournir un paragraphe entier que je vais pouvoir valider, amender et ainsi publier pour un message plus efficace. On va pouvoir faire d'autres choses avec cette baguette magique, elle est puissante. On va pouvoir résumer des longs textes pour avoir des choses beaucoup plus synthétiques ou traduire en anglais, en espagnol, dans la langue de votre choix. Et puis le ton est important quand on communique. Là, on essaie de faire notre mieux pour ce Jamspot Summit. On va pouvoir, dans le texte, dans l'écrit, choisir si on adopte un ton plus formel, plus détendu. Et ça dépendra des occasions. Et donc plein d'autres prompts à venir pour ça. Alors,
Autre élément IA, je sais aussi, alors celui-là vraiment qu'on pousse énormément aujourd'hui, qui est d'ailleurs une acquisition de Genspot 2024, donc qui est Mr. Smith. Peux-tu nous présenter ce Mr. Smith? Qui est Mr. Smith? Eh bien, du coup, c'est un produit qui vient à côté de la galaxie Gemspot, mais qui peut être tout à fait intégré et qui va permettre en somme de pouvoir disposer pour vous, chers clients, d'une usine de création de chatbots. Et ce, en un temps record. On peut, en moins d'1 heure, créer un chatbot RH de toutes pièces. Un chatbot SI qui va répondre aux questions informatiques. Ou un chatbot qui va répondre aux questions des visiteurs qui vont sur votre site web. Donc là, on sort de votre Gemspot. Vous voyez le truc? Différents scénarios possibles, avec bien sûr de l'intelligence artificielle derrière, notre technologie, notre savoir-faire, pour proposer quelque chose qui se fait en quelques clics et qui est très puissant. Oui, c'est un des usages qui est peut-être de l'IA aujourd'hui qui va le plus vite, parce qu'effectivement, il répond à une vraie problématique des utilisateurs, ce fameux chatbot. Oui, on peut préciser qu'on va lui fournir des documents, par exemple la convention collective, vos processus internes, et à partir de là, chaque collaborateur pourra poser des questions dessus. Oui, on en parlait par exemple dans la conférence. On peut faire par exemple tout ce qui est normes. Vous avez ISO 27001, ISO 9001, oui. Vous avez du Secnum Cloud, vous avez beaucoup de documents de procédure. Vous mettez tout ça dans Mr. Smith et vous avez un outil qui vous répond, parce qu'on a souvent l'impression que c'est effectivement quelqu'un comme il est intelligent, qui vous répond sur comment je fais sur telle procédure, quelle est ma limite 2. C'est très 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 puissant, Mr. Smith. Merci Alain. Je te propose maintenant de parler des valeurs et de la roadmap. Allez, on va parler donc Next et revenir un petit peu aussi sur déjà nos valeurs. D'abord, les 3 piliers sur lesquels le produit Genspot est positionné, c'est le premier, c'est l'adaptation. C'est le fait effectivement de s'adapter à votre contexte. Avec Genspot, en no-code, vous n'avez pas besoin de développer. Vous allez pouvoir adapter vos pages intranet, votre collaboration, votre gouvernance, les applications, enfin l'intégralité, les couleurs évidemment, évidemment les couleurs, pour que vous soyez chez vous. Et ça, c'est vraiment notre force depuis toujours et qui fait ce côté versatile de Genspot par rapport à ça. La deuxième, c'est la sécurité. Sécurité des données, accès. Là, on était encore la semaine dernière à un bug bounty, par exemple, pour justement avoir des hackers pour essayer de rentrer dans Genspot. Ils ne sont pas rentrés d'ailleurs. Après, on leur donnait des privilèges. Ils ne sont pas rentrés, on leur donnait plus de privilèges. Ils ont trouvé des petites choses, mais on a effectivement en permanence le souci de ce travail sur cette sécurité. Et c'est également la sécurité des données, parce qu'aujourd'hui, on est hébergé 100% en France et en Europe. On a également de l'hébergement Secnum Cloud, et ce qui permet justement d'être totalement immune aux lois extraterritoriales. Je sais qu'il y en a parmi vous pour qui c'est essentiel. En particulier, je pourrais donner l'exemple, nous, on a donc l'ANCT ou l'ANSES, l'agence nationale bien connue, qui sont Secnum Cloud, Genspot, justement, pour utiliser leur système et leurs données. Et le troisième point, c'est la simplicité. On s'adapte en fournissant en permanence un système simple, direct. Vous avez vu sur le chatbot ce qu'a montré Eric, c'est justement cette logique de simplifier. Donc c'est beaucoup de travail. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter toutes les équipes techniques aussi. Bravo l'équipe. Voilà, l'équipe produit aussi qui travaille derrière, les CSM, enfin toute l'équipe Genspot qui travaille. Parce qu'en fait, pour que ce soit simple pour vous, nous c'est du travail de notre côté, mais c'est ça notre job d'éditeur logiciel. Et si on regarde juste la roadmap en termes de tendance, en fait, il y en a 3 grandes. La première, c'est tout ce qui est IA autour du search. Améliorer la question de l'accès à votre au search, au knowledge qu'il y a dans les plateformes Genspot. Toute la logique d'agents. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour mettre des agents qui vont aider aux missions à l'intérieur d'un Genspot pour la collaboration et la communication. Ça promet pas mal de choses. Ça promet pas mal de choses, voilà, et de productivité. Et les choses à venir, vous verrez, sur 2025 qui va être assez incroyable. Améliorer l'accès. L'accès aux outils, on travaille justement sur des éléments. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a plus de... faites le compte, vous avez entre 20 et 60 applications que vous utilisez dans votre travail. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Au bout d'un moment, on est perdu. Et ça, c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y en a qui en ont plus. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux outils de manière plus simple? C'est notre mission, on va y travailler. Également par rapport au knowledge, dans cette même logique, vous avez vu comment on travaille ça. Et puis le dernier point, c'est ce qu'on appelle le non fonctionnel, et pourtant il est essentiel, c'est-à-dire l'accessibilité, rendre accessibles les plateformes Genspot aux personnes qui peuvent être avec différents handicaps, déficiences, mais finalement c'est donner aussi une meilleure lisibilité à tous, parce qu'il ne faut pas oublier quand on aide les uns, on aide tous.
La sécurité, ça je l'ai dit, beaucoup de travail là-dessus, et l'ergonomie, qui sont effectivement des choses qu'on ressent, mais sur lesquelles effectivement on travaille en permanence. Gagner un clic pour nous, c'est essentiel. Eric ? Merci Alain pour du coup ces valeurs et ces éléments de roadmap pour le futur de JamSpot. À présent, on va parler des accomplissements de cette année 2024 qui se termine bientôt. Oui, alors, j'en donnerai 3. On peut donner plein d'éléments sur 2024. Je vous rappelle, notre JamSpot, on a plus aujourd'hui de 300 clients et 400 000 utilisateurs au quotidien. Et en tout, on a dépassé le 1 million d'utilisateurs qui ont utilisé JamSpot. En tout, voilà, c'est un moment donné important pour nous. C'est des chiffres, vous savez que voilà, 6 chiffres, et ça prouve aussi l'empreinte qu'on peut avoir effectivement aujourd'hui dans le paysage français par rapport à ça. Et on a été d'ailleurs cette année récompensé d'un trophée qui est celui donc de l'informaticien. Voilà, le voilà là. Meilleur outil collaboratif 2024. Voilà, et ce par justement élu par les utilisateurs. Donc c'était aussi une fierté par rapport à ça. Les utilisateurs qui étaient amenés à voter parmi les meilleures solutions, et on était comparé d'ailleurs aux meilleures solutions américaines. Souvent, on dit que les Américains, blablabla. La réalité, c'est que sur les outils collaboratifs en 2024, aujourd'hui, JamSpot, on a le plaisir d'être devant les Américains en termes justement d'usage. Oui, on peut être fier de nous et des confrères parce qu'on a en France un bel écosystème de solutions françaises pour la collaboration. Tout à fait, c'est grâce à notre écosystème, à JamSpot, et puis également à tous nos clients qui sont avec nous depuis longtemps. On a des clients qui sont avec nous depuis plusieurs, même ont dépassé la dizaine d'années, ce qui dans le numérique est évidemment très important. Et puis, la sécurité. On a eu cette année le label ISO 27001, donc on est certifié ISO 27001. Là aussi, c'était un gros travail de l'équipe, mais du coup qui vous assure justement cette capacité de sécurité de JamSpot. Donc vous voyez, l'accomplissement 2024, tourné vers nos clients, vers nos utilisateurs, et tourné vers l'avenir aussi, parce qu'effectivement, l'IA, c'est l'avenir. Je sais que Eric, toi, tu travailles beaucoup. Beaucoup. Voilà. Plein de choses à venir pour aider les utilisateurs des plateformes JamSpot dans notre quotidien. Alors, un mot de la fin, donc gardez le cap. Un mot de la fin, Eric, avant de passer la main aux ateliers. Eh bien, pour justement l'atelier, je fais une démonstration de nos fonctionnalités IA dans l'atelier Prenez le contrôle de l'IA. Donc, n'hésitez pas à venir et merci pour votre soutien. Voilà, donc il y aura donc 2 séances d'ateliers. Là, juste après nous, en parallèle, 2 ateliers. Un justement sur la sécurité, l'autre sur l'IA. Et ensuite, on a 2 autres ateliers autour de retour client, assez différents d'ailleurs et très très intéressants. Donc, je vous invite justement à rejoindre ces ateliers. Vous avez tous les liens pour aller dans notre outil d'atelier, parce qu'on va changer de système, parce que les ateliers vont se passer dans d'autres salles que ce live qu'on a eu le plaisir de faire ensemble. Et je passe la parole pour ce final à Charline et Benoît qui étaient pas loin et qui nous ont rejoints. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup Alain, Eric pour ces différentes nouveautés bien sûr. On encourage tous nos utilisateurs JamSpot à se rapprocher de leur CSM pour en savoir plus sur ces différentes nouveautés. Et même si vous n'êtes pas utilisateur de JamSpot, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous en parler plus en amont. Charline, je crois que cette keynote signe la fin du live, mais pas de l'événement. Eh bien, tout à fait. Il nous reste encore une escale et comme l'a dit Alain, c'est celle des ateliers. Et donc, vous allez pouvoir justement retrouver Alain et Eric tout de suite dans l'atelier. Prenez le contrôle de l'IA, comment l'intégrer facilement dans sa communication avec nos partenaires Aliona et Outscale. Et vous pourrez aussi retrouver JamSpot et Orange Business pour l'atelier comment renforcer la confiance numérique avec une digital workplace. Voilà, donc il faudra choisir entre les deux. Exactement, et on aura une deuxième salle d'atelier à partir de 11h30. Le premier, ce sera comment animer une plateforme externe avec JamSpot qui sera animée par Océane Autelar d'Alliance Eurus et également tous les outils indispensables pour animer une communauté et challenger ses équipes et qui sera animé par Chloé Brasil de Zubdeco. Les 2 ateliers commenceront à 11h30.
D'ici là, Charline, je pense que on peut signer du coup la fin du live et remercier tout le monde de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Mais oui, merci à tous. Je rappelle simplement pour accéder du coup à ces ateliers, rendez-vous du coup dans les liens qui sont directement dans le chat. Voilà, vous avez la totalité des liens et aussi vous avez 3 salles disponibles pour parler à nos experts Gemspot. Voilà, si vous avez eu des questions, si vous avez des projets, n'hésitez pas, ils seront ravis de discuter avec vous. Et bien là, cette fois, on peut se dire au revoir. Ça a été un plaisir d'animer ce Gemspot Summit avec toi, Benoît. Merci Alain, merci Eric, et merci à vous. Merci à tous et à bientôt. On vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour la prochaine édition du Gemspot Summit.